Ah non, ce n'est absolument pas colossal, c'est 1% du PIB des 27, alors qu'en comparaison au budget américain, on est sur, selon les années, entre 25 et 30% du PIB. Bien sûr, il faut quand même avoir à l'esprit que les compétences ne sont pas les mêmes et l'Union européenne n'a pas de compétences régaliennes, mais quand même, 1% versus 30%, compte tenu des défis qui sont devant nous, sur 1%, c'est un budget lilliputien et donc on a véritablement, c'est la position du Parlement européen, de renforcer ce budget européen pour faire face aux défis qui sont devant nous. Alors dans ce budget européen qu'on a négocié, vous l'avez dit, c'est 186 milliards d'euros. C'est un budget c'est un budget de crise qui va permettre de répondre aux effets de la guerre en Ukraine, d'accompagner les Européens dans cette crise énergétique et de continuer aussi à financer nos programmes classiques type Erasmus, la politique agricole commune et d'accompagner les secteurs qui ont souffert de la crise sanitaire. Alors, on a d'abord sur le volet énergétique, on va renforcer les interconnexions électriques. Il y a des instruments hors budget aussi qu'on met en place, c'est-à-dire acheter en commun du gaz pour payer évidemment moins cher, mettre en place un plafonnement, un corridor, également taxer les super profits des énergéticiens, ce qui va rapporter 140 milliards d'euros à l'échelle européenne. Et puis évidemment toujours un soutien aux Ukrainiens. Pour 2023, c'est 18 milliards d'euros d'assistance macrofinancière qu'on va mettre en place. Alors c'est un peu technique, mais non, on ne demandera pas aux États membres de mettre davantage aux poupes puisque les crédits de paiement sont stables. En tout état de cause, en ce qui concerne la France, c'est une contribution de 25 milliards d'euros au budget européen, contribution nette de 10 milliards d'euros puisque la France reçoit aussi du budget européen. Il faut être fier de cette contribution puisqu'elle est assise sur la richesse de chaque pays. Et peut-être un élément supplémentaire, parce que c'est une charge quand même pour chacun des États qu'on appelle contributeurs. On a une solution au Parlement européen pour que les États contribuent moins, c'est les ressources propres. Alors ce mécanisme, il est efficace puisqu'on voit que, en l'occurrence, la Hongrie commence à mettre en place des réformes pour rétablir l'état de droit. Donc ça c'est le point positif. Néanmoins, il y a une grande vigilance puisque on voit que sur les questions d'état de droit en Pologne et en Hongrie en l'occurrence, on a des atteintes répétées à l'état de droit. Ce mécanisme, il existe. On a une conditionnalité liée à l'état de droit aussi pour l'attribution et le versement du plan de relance. Il y a une inquiétude très forte puisqu'une rumeur court, la rumeur que la Commission européenne validerait le plan de relance et peut-être dégèlerait des fonds dans le cadre du mécanisme de conditionnalité. C'est 12 milliards d'euros qui sont en cause au total. Or, effectivement, Viktor Orban a fait adopter un certain nombre de réformes par son Parlement. Or, il les a fait adopter à la va-vite. Et nous, on a examiné ces réformes et on fait le constat qu'elles sont insuffisantes, inefficaces pour répondre à la corruption. Donc on maintient notre position contre le fait de dégeler ces fonds. C'est un enjeu, on le sait bien, la protection de l'état de droit, c'est un enjeu existentiel aussi pour nos démocraties. Il faut être absolument ferme sur cette question. Donc côté Parlement européen, côté Renew pour mon groupe, on rappelle à la Commission sa responsabilité pour faire respecter l'état de droit et nos démocraties et nos principes démocratiques partout en Europe.